longtemps, j'ai cru que le problème dans mon business, c'est que j'en faisais pas assez. En 2025, j'ai compris que c'était exactement le contraire. Et pendant cette année 2025, j'ai fait ma deuxième année consécutive à plus de 6 chiffres encaissés. La différence fondamentale avec l'année 2024, c'est que j'ai arrêté de vendre mon temps via des prestations et des offres individuelles. Tout ça sans m'épuiser, sans dépendre des lancements stressants, ni de mon énergie du jour. L'idée, c'est que tu puisses comprendre potentiellement ce qui a marché pour moi, apprendre de mes erreurs et le dupliquer sur ton business sur cette année 2026. Parce qu'il y a un truc précis que j'ai fait au début de l'année en pensant que c'était la bonne stratégie. Et peut-être que tu fais ça toi aussi pour cette année. Mais en fait, ce truc-là, ça m'a fait stagner au début de l'année dernière. C'est probablement le point le plus important de ce bilan. Alors, la première leçon pour moi pour cette année 2025, c'est que clairement, je pense que j'ai été trop dans le perfectionnisme et pas assez dans l'action. C'est-à-dire que j'ai pas assez fait d'actions imparfaites. Pourquoi est-ce que je te dis ça? En fait, sur l'année 2025, j'ai beaucoup été en train de réfléchir, à préparer mon année, chaque mois, réfléchir sur ce que je pourrais faire de mieux. Donc, j'ai réfléchi à ma structuration. À chaque fois, j'étais dans l'optimisation, en train de préparer des choses, donc préparer des vidéos, préparer du contenu, optimiser mon offre, etc. Mais le truc, c'est que du coup, ça ne se voyait pas à l'extérieur, en fait. C'est pas des actions qui ont été déployées sur mon marché. Donc, ce que j'ai compris, c'est que actuellement, en fait, j'ai confondu la préparation et la progression. Le truc que tu dois retenir, c'est que le marché ne voit pas ta préparation, toutes les réflexions que tu peux garder dans ta tête. Donc, tu peux réfléchir à des posts, du contenu, des vidéos, que ce soit des emails ou quoi. Mais en fait, tant que ça reste de la réflexion et c'est pas des actions visibles par tes prospects, par ton marché, en fait, ça ne va pas t'amener des leads qualifiés, des appels ou des ventes. La leçon ici que tu dois retenir déjà, c'est quand tu passes trop de temps en fait à structurer, tu repousses le moment où tu dois agir sur ton marché. Tu passes trop de temps dans ta tête. Donc l'action ici, pour moi, que tu dois mettre en place déjà début 2026, c'est de mesurer ton avancement en action visible. Donc, qu'est-ce que tu as publié comme contenu? Qu'est-ce que tu as testé comme stratégie? Qu'est-ce que tu envoies comme message à tes prospects pour les relancer? Actuellement, tu as peut-être déjà une liste de prospects qualifiés que tu as eu par exemple précédemment en appel il y a 3 mois, il y a 6 mois et qui n'ont peut-être pas avancé vers leurs objectifs. Et le fait que tu reviennes juste prendre de leurs nouvelles, déjà, ça te fera déjà augmenter tes chances d'avoir un deuxième rendez-vous avec eux. Et ça se trouve, là, sur ce deuxième ou sur ce troisième rendez-vous, ils vont convertir avec toi. Et ça fait que tu vas avoir potentiellement 1, 2, 3, 5 ventes supplémentaires ce mois-ci sans avoir fait de gros lancements. Alors que quand on doit faire des ventes, on se dit qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je dois faire un lancement? Est-ce que je peux lancer des pubs, etc. Parfois, juste relancer ton pipe, ça peut être la meilleure action. Okay. Donc là, je t'ai parlé de perfectionnisme sur cette partie-là. On va parler de choses beaucoup plus concrètes juste après. Mais en fait, fun fact, c'est marrant parce qu'en fait, quand j'ai préparé cette vidéo, en fait, j'aurais pu la publier il y a 5 jours. Mais j'ai passé peut-être 1 heure ou 1 heure sur toute la fin de semaine, donc mercredi, jeudi, vendredi, à essayer d'optimiser cette vidéo, savoir quoi dire, est-ce que c'est assez bien, etc. Est-ce que ça va vous intéresser? Peut-être que cette vidéo va flopper, c'est pas grave. Je commence à faire des actions imparfaites. C'est comme la salle de sport. Il vaut mieux aller à la salle de sport régulièrement, faire tes répétitions, soulever des charges de plus en plus lourdes, plutôt que d'essayer tout de suite, dès le premier jour, de soulever des haltères de 40 kilos. Ça marche pas. Quand tu arrives la première fois, le premier mois à la salle, tu fais des actions imparfaites et c'est en faisant que tu t'améliores et que tu deviens plus parfait, entre guillemets, même si on n'est jamais dans la perfection. Donc là, c'est encore un work in progress pour moi. Le fait de faire cette vidéo, déjà, c'est ma répétition imparfaite. Donc tu me diras ce que tu penses de cette vidéo-là et de ce format-là. Ok. Donc là, par exemple, tu vois, je sais pas, j'ai dû accepter qu'il y ait du texte comme ça et que je bégaye un peu pendant la vidéo, mais c'est pas grave. Le perfectionnisme, il m'a coûté très cher en 2025 et tu vas voir exactement à quel point, en fait, dans quelques minutes et tout au long de cette vidéo. Le point où j'ai le plus vu ça, c'est justement les vidéos YouTube parce que, en fait, sur l'année 2025, j'ai publié moins de 10 vidéos. Ok, mais j'en avais des dizaines en fait dans ma tête. J'ai eu plein d'idées de formats à tester. Mais à chaque fois, je perdais du temps dans de la préparation à essayer de faire en sorte de sortir une vidéo parfaite. Résultat, moins de 10 vidéos publiées. Vous en avez pas vu. Mes prospects en ont moins vu, on va dire.
Et du coup, ça génère moins de leads, potentiellement moins d'appels et potentiellement moins de ventes. Même si ça va, je suis plutôt satisfait des résultats de mon année. On va voir les chiffres plus tard dans cette vidéo. Donc, le blocage que j'ai en fait, et peut-être que ça va te parler aussi, c'est que moi, je suis un performeur en fait. Tu vois, j'aime bien performer. J'ai un passé où j'ai fait un peu de compétition sur les jeux vidéo. Et du coup, le problème, c'est que je pense que j'ai cet angle-là où j'attaque la vie un peu comme une performance. La vie, que ce soit pro ou perso. Donc, j'aime quand c'est propre, j'aime quand c'est structuré, j'aime quand c'est maîtrisé. Ah ouais, ça, la maîtrise, c'est un grand sujet. Donc, je vais sans cesse chercher le bon angle de vidéo. Je vais sans cesse retravailler mon script avec l'IA, ok. D'ailleurs, si ça t'intéresse de savoir comment je prépare mes vidéos avec l'IA, je pourrais en faire une vidéo, tu me diras en commentaire. Mais du coup, pendant ce temps-là, en fait, j'ai plein de vidéos qui sont restées dans ma tête. Des fois dans ma tête, des fois sur mon Notion. Donc, par exemple, j'ai une base de données avec une dizaine de vidéos que je n'ai pas publiées, mais j'avais ces idées de vidéos-là, des idées de miniatures, de titres et le squelette de la vidéo. Mais je les ai pas publiées parce que je me disais, c'est peut-être pas intéressant, ou alors je sais pas comment l'amener sans paraître mainstream et du coup que ça ressemble à des vidéos qui sont déjà sur le marché. Parce que le maître mot en 2026, ça va être de la différenciation. Parce qu'aujourd'hui, avec l'IA, n'importe qui peut scripter une vidéo. Après, ce qui est l'avantage de YouTube, c'est qu'il faut avoir le courage d'allumer sa caméra, de parler, de faire un setup pour que ça soit un minimum bien, qu'on te voit, tu sois bien éclairé, que la qualité du son soit bon, etc. Mais surtout, le plus important, c'est avoir le courage de parler et de pas être trop bloqué par la peur du rejet ou la peur de l'échec, tu vois. Et souvent, en fait, le perfectionnisme, ça vient de ces deux éléments-là. Peur du rejet, peur de l'échec. Et moi, je m'étais rendu compte avec un coach mindset que c'était plutôt la peur de l'échec et que la vidéo flop, en fait. Mais il m'a dit, en fait, est-ce que tu préfères 10 vidéos imparfaites qui sont publiées et il y en a une qui a une chance de fonctionner, ou 10 vidéos dans ta tête que tu publies jamais et du coup, il y en a 0 qui fonctionne. Et du coup, ça m'avait un petit peu débloqué à ce moment-là. Donc, si ça peut t'aider aussi, tu me le diras. Donc voilà, donc résultat en fait, très peu de vidéos publiées en 2025, alors que c'est un canal clé pour moi. Dès que j'ai un prospect qui arrive en rendez-vous avec moi et qui a vu mes vidéos, le feeling, il passe beaucoup plus parce que cette personne-là a appris à me connaître indirectement via les vidéos. De mon côté, les bénéfices, c'est que j'ai passé du temps avec vous sans pour autant passer du temps à échanger dans les messages privés. Et en fait, quand j'échange avec vous au téléphone, vous me dites souvent que c'est fatigant d'échanger en message privé, tout le temps relancer des personnes, etc. Le problème, c'est qu'en 2026, il y a un principe clé que tu dois comprendre, c'est que pour que les prospects aient confiance en toi, il faut que tu passes du temps avec eux. Il y avait une étude Google qui avait été sortie sur ce sujet-là. Il faut en général que les prospects passent 7 heures en moyenne avec toi, que ce soit à travers tes contenus, via des appels, des webinaires, des messages privés, etc. Ok ? Donc comment est-ce que tu fais ? Est-ce que tu vas passer 7 heures dans les DM ou est-ce que tu vas faire du contenu long pour que les prospects passent du temps avec toi, apprennent à te connaître et aient confiance en toi ? Parce que en 2026, la crise de confiance va s'amplifier. Donc comment est-ce que tu fais pour changer ça ? Bref, on a bifurqué un petit peu, mais la leçon que tu dois retenir ici, c'est que 12 vidéos imparfaites, mais publiées, valent mieux que 24 vidéos parfaites qui restent dans ta tête. Ok ? Alors je parle beaucoup de vidéos, mais c'est pareil pour les emails, c'est pareil pour les contenus Instagram si tu publies sur Insta, c'est pareil pour les posts LinkedIn si tu publies sur LinkedIn ou n'importe quel autre format. Ok ? Là, je vais beaucoup parler de vidéos et de YouTube parce que pour moi, c'est vraiment le canal game changer depuis des années et encore plus en 2026 parce que c'est ce qui te permet de te distinguer et de te différencier. Parce que le prospect t'entend et te voit. Bref, le but, c'est pas de te faire une leçon sur YouTube, mais je pense que tu as compris. Et du coup, une action que je t'invite à faire pour l'année 2026, le début de cette année, c'est de fixer un rythme simple, ok ? Donc, publie, en fait, même quand c'est pas prêt, en fait. Publie même quand c'est imparfait. Il vaut mieux faire tes 3 posts par semaine sur Instagram ou sur LinkedIn ou peu importe, ou une vidéo par semaine sur YouTube, c'est ce que je vais essayer de faire, plutôt que rester dans la perfection, donc le perfectionnisme, et sauter des semaines et créer une habitude en fait de ne pas respecter ton engagement. Parce que ça, ton cerveau le comprend et du coup, il va rester dans sa cohérence. Donc, si tu as raté une semaine, il va trouver des excuses pour rater une nouvelle semaine et c'est ce qui fait que tu rentres dans une dynamique où
tu fais pas les actions nécessaires en fait pour faire croître ton business. Ok? Donc, ce qui est fou en fait, c'est que malgré ces erreurs-là, j'ai quand même encaissé 6 chiffres en 2025 pour la deuxième année consécutive. Donc, je suis quand même satisfait de ça. Et je vais te montrer où part cet argent dans quelques instants. Mais avant ça, il faut que je te parle de l'acquisition. Ok, donc là, on a parlé d'acquisition organique avec YouTube. On aurait pu aussi parler d'Instagram parce que j'ai essayé de me concentrer sur Instagram. J'ai essayé de monter en compétence sur Instagram et d'avoir une régularité là-bas. Mais il y a encore un truc qui me va pas. On en parlera peut-être dans une autre vidéo. Et j'avais abandonné du coup LinkedIn début 2024 pour d'autres raisons. J'en avais parlé dans mes précédentes vidéos. Donc n'hésite pas à aller voir ça directement. Donc le truc, c'est que j'ai fait 6 chiffres pour la deuxième année consécutive alors que j'ai une micro-audience. Et je sais que les gens qui sont sceptiques vont se dire « Ouais, mais tu as une micro-audience, mais peut-être que tu as massivement investi en publicité. » Parce qu'il n'y a que 2 moyens de trouver des clients sur Internet. C'est soit tu publies du contenu, soit tu fais de la pub massivement, en fait. Ah non, ça peut être un cumulé des deux, en fait. Mais non, du coup, pour te le prouver, du coup, que j'ai pas investi massivement en publicité, en fait, j'ai fait la moyenne, du coup, sur l'année pour moi. Et en fait, je n'ai investi que 604 € par mois de publicité. Ok. Donc la réalité, c'est que j'ai fait le calcul sur mes 2 sociétés, sur mes 2 comptes publicitaires sur l'année. J'ai un total de 7K, à peu près 7000 € investis en publicité, pas plus. Donc si je divise par 12, ça nous fait 604 € par mois en moyenne, ce qui est bien en dessous des 10% de mon chiffre d'affaires annuel. Et en fait, 10%, c'est une faible proportion du chiffre d'affaires investi en publicité. Et j'y suis même pas. On va voir le chiffre exact juste après, quand je vais te montrer mon chiffre d'affaires et la répartition par pôle d'investissement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que en janvier, en fait, j'avais une publicité qui tournait sur un tunnel. Donc, tout se passait plutôt bien. Je montais en gamme sur mes investissements. J'avais déjà fait ma première année à 6 chiffres et j'étais content. Mais le problème, c'est que du coup, j'ai eu un conflit avec un fiscaliste, du coup, qui a fermé ma société. Je veux pas trop rentrer dans les détails parce que c'est pas le but de cette vidéo-là. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe quand on ferme une société? Quand on ferme une société, en fait, t'as plus le droit d'utiliser le compte bancaire de la société. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es un consultant consultant, coach, formateur en ligne? C'est que tu as des outils en ligne et ces outils en ligne sont rattachés à ta société avec la CB de ta société. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me suis tapé une période de rush où j'ai dû changer tous les outils en créant une nouvelle société. Sauf que créer une nouvelle société, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut au moins 1 mois quand tu es bien accompagné pour créer une société et que le nouveau compte bancaire soit disponible. Donc, j'ai dû basculer tous mes outils rapidement sur mes comptes perso. Donc, j'ai dû payer mes outils pendant 1 mois avec mes comptes perso et ensuite refaire ça une fois que ma nouvelle société était créée et que j'avais mon nouveau compte bancaire sur ma nouvelle société. Donc, j'ai dû faire 2 fois ça. Et ça, c'est pas très productif, tu vois. C'est pas mon kiff. Mais bon, j'ai dû le faire, voilà. Au moins, j'ai appris. Mais du coup, ça fait que pendant 1 mois et demi, j'ai pas pu investir dans la publicité, en fait. Comme j'étais dans le rush à m'occuper des tâches de merde, faut le dire, j'ai pas pu me concentrer sur ma stratégie publicitaire, revoir mes publicités, les améliorer, etc. Parce que en plus, j'ai dû recréer un nouveau compte Facebook. Mais du coup, quand j'ai pu relancer, au bout d'1 mois et demi, je l'ai pas fait tout de suite parce que j'étais dans cette dynamique où j'étais en train de gérer la merde. Et le problème, c'est que c'était pas la seule merde que je devais gérer, en fait. Début 2025, j'ai pivoté dans mon business, j'ai changé de business model. Fin 2024, j'avais créé un business model plutôt agence où je délivrais des tunnels à des clients plus ou moins avancés. Donc, je facturais jusqu'à 10 000 € certains tunnels, certains lancements. Mais c'est un business model qui ne me convenait pas. Pas à ma personnalité en tout cas et à ma manière de fonctionner. Donc, j'ai décidé de changer parce que j'ai lancé à côté de ça mon offre actuelle, donc en novembre 2024. Et c'était mon offre phare en 2025 et c'est mon offre phare pour 2026. Et c'est une offre qui est beaucoup plus kiffante et qui me convient beaucoup mieux en termes de business model. Donc, ce qu'il s'est passé début 2025, c'est que j'ai dû pivoter entre un business model agence et un business model d'accompagnement evergreen. Et c'est pas du tout la même chose. Quand tu t'es créé un positionnement de prestataire et que tu pivotes, pendant 1 mois ou 2, il y a des gens qui viennent toujours vers toi pour de la prestation. Donc pendant 1 mois ou 2, entre février et mars 2025, j'ai dû éduquer mon marché pour qu'ils arrêtent de me demander de la prestation. Donc en fait, en février et en mars, j'ai eu énormément de calls avec des personnes où j'ai dû refuser en fait et dire non, je ne fais plus ça.
Mais par contre, je peux t'accompagner sur le sujet, mais du coup, ça passait pas. Parce que la personne, elle venait que pour de la prestation, était fermée à de l'accompagnement. Donc, j'ai eu plein de calls, en fait, où j'ai dû dire non et où c'était un refus mutuel. Donc, voici ce que je ferai différemment cette année. Du coup, cette année, je vais avoir 1 ou 2 campagnes publicitaires qui vont tourner chaque mois. Je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas un seul mois où je n'ai pas de la publicité qui tourne. Quoi qu'il arrive, je resterai en dessous de 10%, voire peut-être 15% de mon chiffre d'affaires mensuel investi en publicité. Donc imaginons que là, du coup, en janvier, j'encaisse 15 000, tu vois, janvier 2026, j'encaisse 15 000, du coup, ça nous fait 1 500 € investis en publicité. Okay, c'est aussi simple que ça, et c'est ce que je te conseille, c'est le ratio que je conseille au départ pour minimiser les risques. Et ensuite, constamment faire des micro-optimisations pour que ces publicités-là continuent à générer de plus en plus de leads. La leçon que tu dois retenir ici, c'est qu'une acquisition irrégulière te laisse dans l'imprévisible. Si aujourd'hui, tu n'arrives pas à prédire tes ventes et ton chiffre d'affaires sur les 3 mois, voire les 6 mois à venir, il y a un problème. Ok ? Même si ton offre, elle est bonne et qu'elle convertit, si tu ne sais pas combien de prospects il te faut pour avoir ton nombre de ventes chaque mois et que là, dans le pipe, tu sais pas combien tu encaisses exactement avec les paiements récurrents sur les 3 à 6 mois à venir, c'est un gros problème. Actuellement, là, je peux te dire avec précision qu'est-ce que j'ai déjà en clients signés qui vont me rapporter mon chiffre d'affaires sur les 3 à 6 mois à venir. Je sais déjà. Et du coup, je sais que pour faire 20 000 € par mois, je dois aller chercher X nombre de clients. Et pour aller chercher ce X nombre de clients-là, je sais quelles sont les actions que je dois faire parce que je connais mon taux de closing, tu vois, qui va être aux alentours de 40-50%, ça dépend des périodes. Parfois, j'ai des mois où je vais closer à 60%. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et pour avoir ce nombre d'appels-là, je sais quelles sont les actions en termes de marketing, en termes d'email, en termes de webinaire, en termes de pub que je dois faire pour attirer ce nombre de leads-là, pour avoir ce nombre d'appels, pour avoir ce nombre de clients. Ok ? C'est ça, la prédictibilité. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à le faire, c'est ce que j'aide mes clients à faire, donc jette un œil sur les liens en description. Donc l'action que tu dois faire assez rapidement, c'est de lancer une campagne publicitaire, par exemple, simple, qui tourne tous les mois, ok, et améliore-la en continu. Au lieu de tout couper quand tu as un problème qui arrive, et du coup tu paniques et tu te dis je veux pas perdre d'argent donc je coupe. Non, fais de l'amélioration continue en fait. Laisse-la tourner. Sauf si ça a été mal fait dès le début, ça peut arriver. Parfois j'ai des clients en call qui ont lancé des campagnes un peu au hasard en regardant 1 ou 2 posts Insta. Mais ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, si tu veux savoir comment la publicité fonctionne, simplement, je vais publier une vidéo sur le sujet. Si tu veux que je la priorise, dis-le moi en commentaire, comme ça je remonte ça en haut de ma pile. Maintenant qu'on a abordé tous ces sujets-là, je veux te partager la réalité derrière les 6 chiffres. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et comment est-ce que je dispatche ça? Donc comme je te l'ai dit plus tôt, c'est ma 2e année consécutive à 6 chiffres encaissés, ok? C'est important que je te dise que c'est hors taxe et encaissé. Il faut que tu fasses attention sur Internet. Tu as beaucoup de charlatans, de coachs de Dubaï ou même de gens à qui tu fais confiance qui vont te dire oui, je sais pas moi, j'ai fait 50K ou j'ai fait 100K ce mois-ci. Mais ils te disent pas si c'est hors taxe, parce que souvent la TVA ça t'appartient pas. Et ils te disent pas si c'est encaissé ou généré. Il y a une grande différence entre générer et encaisser. Pour que tu comprennes, je vais te donner un exemple très simple. Quand tu fais une vente, imaginons, voilà, je fais une vente à 6 000 €. J'ai généré 6 000 € en fait. Mais peut-être que la personne me paye en 3 fois. Ok ? Et du coup, en réalité, ça fait 3 paiements de 2 000 €. Donc en réalité, le premier mois où j'ai fait cette vente-là, j'encaisse 2 000 €. Donc sur les 100K que certaines personnes vont te dire qu'elles font, ou 50K, peu importe, elles ne disent jamais quelle est la part d'encaissé. Donc là, moi, je te le dis, c'est 6 chiffres vraiment encaissés. Donc tous les montants que je vais te partager là sont en hors taxe, donc on ne prend pas en compte la TVA, parce que ça ne nous appartient pas, on la reverse à l'État. Moi, de toute façon, je ne facture pas la TVA parce que ma société est à l'étranger.
Okay, et du coup, je travaille avec des clients français. Donc, hors taxe, encaissé, garde ça en tête. Et dernière chose, il y a peut-être un écart de 1000 voire 5000 euros parce qu'en fait, ce qui s'est passé, comme je t'ai dit, c'est que j'ai eu un problème avec un fiscaliste. Donc, en fait, il y a une partie, à peu près 20 000 euros que j'ai encaissé sur une première société avant qu'elle soit fermée en janvier. Et ensuite, tout le reste, c'est sur ma deuxième société, ma société actuelle. Donc, avant de te révéler les chiffres, voyons ce qui s'est passé concrètement sur l'année rapidement. Le premier semestre a été compliqué pour moi et stressant parce que du coup, comme je te l'ai dit, j'ai eu un pivot et j'ai eu ce problème de société. Et en fait, le deuxième semestre a été beaucoup plus stable parce que du coup, je me suis formé sur la vente, ok, et aussi sur le mindset. C'est marrant parce qu'il y a quelques années, tu m'aurais dit coaching mindset, je t'aurais dit bullshit. Sauf que là, en fait, ça a été le game changer pour mon année 2025. Vraiment. Donc, si tu as des appréhensions sur le coaching mindset, moi, je te recommande de regarder autour de toi, de demander potentiellement à des potes business qui sont un peu plus avancés s'ils ont déjà eu recours à un coach mindset et s'ils en connaissent un bon et de faire au moins une séance pour voir ce que ça donne parce que vraiment, ça peut te débloquer pas mal de choses. Là, je pars pas dans les trucs un peu perchés, genre manifestation de l'argent ou quoi. Là, je te parle du vrai coaching réglementé en France. Donc, un coach certifié mindset, tu vas le voir, tu fais une séance avec lui et tu me diras ce que ça donne pour toi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que entre le premier et le deuxième semestre, j'ai fait x2 directement sur mes résultats. Donc, sur le premier semestre, quand je dis semestre, du coup, c'est simple, hein, c'est entre janvier et juin 2025. J'ai encaissé à peu près 40 000 euros hors taxe. Et c'était catastrophique. Je paniquais. Je me disais, what the fuck, quoi. Je fais une année pas ouf. J'étais pas fier de mes chiffres. Encore aujourd'hui, je suis pas fier de mes chiffres. Ça, c'est un autre problème. Je pense que c'est mon côté un peu trop exigeant avec moi-même. Mais voilà, 40K, c'était pas beaucoup parce que ça fait moins de 10 000 euros encaissés chaque mois. Sauf que du coup, en faisant des actions correctrices, en améliorant mon système, en déléguant plus, en structurant plus mon entreprise, j'ai réussi à encaisser entre 80 et 95 000 euros au deuxième semestre. Pourquoi je dis entre 80 et 95 ? Parce que je dois clôturer mon bilan là avec mon comptable la semaine prochaine et j'ai pas les chiffres exacts, mais moi dans mon tableau j'ai bien les 95 encaissés. Et autre écart aussi qu'on peut avoir parfois, c'est que ça arrive que peut-être que ça t'est arrivé aussi, c'est que dans la comptabilité, il y a un truc qui se passe où tu as un ou deux clients qui ont des impayés. Et tu t'en rends compte juste au moment de faire le bilan. Ça peut arriver. Okay ? Donc, c'est pour ça que je dis ça. Donc, où part cet argent concrètement ? Donc là, moi, ce que j'ai comptabilisé dans mes tableaux et que j'ai bien en encaissement sur mes comptes, c'est 130 000 euros de chiffre d'affaires encaissé hors taxe. Okay ? Maintenant, comment est-ce qu'on dispatche ça ? Okay ? Dans un premier temps, du coup, on a à peu près 41% de charges opérationnelles. Donc, dans les charges opérationnelles, moi, ce que je mets, c'est surtout de la délégation. Donc, par exemple, moi, j'ai une assistante qui m'aide pour tout ce qui va être administratif et aussi qui m'aide un petit peu sur la gestion de projet. Ensuite, j'ai un bras droit marketing aussi qui fait Customer Success dans mon programme, qui va m'aider sur mes tunnels, mes webinaires, etc. Mais aussi du coup à encadrer et aider les clients chaque semaine. Donc on va les relancer, on va être derrière eux, à les soutenir, etc. Et ensuite, j'ai une coach que je fais monter petit à petit dans mon accompagnement pour que l'accompagnement dépende de moins en moins de moi. Okay. Et c'est aussi ce que je commence à aider mes clients à faire aussi, sortir un petit peu de leur delivery pour que ça ne dépende pas d'eux. Ensuite, dans les charges opérationnelles, il y a aussi les outils. Du coup, il y a mes outils CRM, email, etc. Mais il y a aussi la délégation de montage, des choses comme ça. Donc là, j'en ai à peu près pour 54 000 euros investis sur ma société en charges opérationnelles. Ensuite, tout au long de l'année, j'ai pris en moyenne 3 000 euros de salaire. Okay ? Pourquoi je dis en moyenne ? Parce que des fois, je me fais un virement plus petit, des fois, je me fais un virement plus gros, parce qu'en fait, comme tu le sais ou tu le sais pas, j'habite à l'île Maurice et du coup, en fait, moi, mon compte en société, il est en euros. Et du coup, ici, j'ai un compte bancaire en roupies mauriciennes. Et du coup, en fait, je rapatrie de l'argent uniquement quand j'en ai besoin, quand j'ai besoin de recharger mon compte. Et du coup, c'est pas encore régulier, je le fais pas systématiquement tous les mois. Ça va être le cas maintenant en 2026 parce que je vais avoir un nouveau système en place pour gérer mes finances personnelles. Mais du coup, en salaire, en dehors des dividendes, ça fait que j'ai pris à peu près 36 000 euros de salaire.
Ensuite, en publicité, comme on a vu tout à l'heure, on a investi à peu près 7 000 euros. Ok. Donc, ce qui fait exactement 5,6% de mon chiffre d'affaires. Et comme je te l'ai dit, moi, généralement, ce qui est mieux d'investir, c'est 10%. Ok, 10 à 15%. Ça dépend de ta tolérance au risque, ok, et ton mindset de l'argent aussi. Tu vois, parce que ça m'arrive de parler à des futurs clients au téléphone qui n'ont pas un très bon rapport avec l'argent et du coup qui préfèrent garder un maximum d'argent. Ça, j'ai plein de potes business aussi qui font ça directement. Ils gardent un maximum, ils économisent un maximum pour garder en trésorerie et ils investissent pas beaucoup sur leur société, que ce soit en formation ou autre. Donc moi, je te recommande vraiment à peu près 10 à 15%. Donc là, j'ai été bien en dessous, mais parce que j'ai eu ce problème, cette galère-là en début d'année. Donc là, je vais essayer de faire 10 à 15% cette année, en 2026. Je vais t'en parler juste après d'ailleurs, je vais te parler de ce qui est prévu pour l'année 2026 pour moi. Ensuite, j'investis beaucoup, donc énormément, en formation et en coaching aussi. Quand je dis formation, c'est pas des formations en autonomie. Moi, je suis pas du tout fan de petites formations, sauf si c'est un sujet très technique. Par exemple, pour faire cette vidéo-là, j'ai un setup sur mon ordinateur qui fait la captation de ma caméra et de mon iPad en même temps. Tu vois, tout est synchronisé avec le son, etc. D'ailleurs, je vois sur mon retour écran que j'ai pas bien centré le tableau. Mais du coup, tu vois, ça, c'est une petite formation. Quand c'est hyper technique et que ça répond à un besoin précis, ok, tu vois. Mais par contre, je préfère investir sur des coachings high ticket, tu vois. Donc, par exemple, j'ai investi 2 fois 4 000 euros sur un coaching high ticket, un côté perso, un côté pro. Quand je dis côté perso, c'est pour ma santé, mais du coup, ça compte dans la santé du dirigeant. Et ensuite, par exemple, j'ai pris une coach Insta aussi pour me former à Instagram et me mettre à jour et essayer de publier plus, améliorer mes contenus. J'ai fait quelques expériences, j'en suis satisfait. Mais tu vois, j'ai investi que sur des coachings high ticket, minimum 4 000 euros à chaque fois. Et à chaque fois, je les paye en une fois aussi, parce que du coup, comme ça, je suis débarrassé, j'ai pas besoin de réfléchir à combien de prélèvements arrivent en dépenses, etc. Tu me diras d'ailleurs, est-ce que toi, tu préfères payer tes investissements en une fois ou en plusieurs fois pour les étaler? Moi, perso, une fois, comme ça, j'ai plus à me prendre la tête. Autant côté paiement que administratif, en fait. Mais du coup, tu vois, c'est quand même mon donc 1, 2, 3, troisième pôle de dépenses, en fait. Okay. Et derrière, du coup, ça nous donne à peu près un bénéfice net de 15 000 euros hors taxe. Ça, je l'ai calculé comme ça, avec mes connaissances. Je suis pas comptable, ok. J'ai mon rendez-vous comptable là, la semaine prochaine, mais je voulais pas attendre avant de faire cette vidéo-là. Donc, si j'ai moins, on verra. Si j'ai plus, on verra. Ce sera une belle surprise. Mais tout ce qui est paperasse, administratif, comptabilité, etc., j'aime pas gérer. Alors maintenant, j'aimerais te partager quelques réflexions sur les détails de ces chiffres-là, ok. Dans un premier temps, pourquoi je me paye uniquement 3 000 euros chaque mois? Il faut savoir que ça fait à peu près 2 ans que je me verse un salaire, ok? Ça veut dire que ça fait que 2 ans que je me verse un salaire directement dans l'année, en fait. Avant, ce que je faisais, c'est que je me payais uniquement en dividende à la fin de l'année. Donc avant, je ne me versais rien tout au long de l'année, en fait. Je gardais tout en trésorerie, mais le problème, c'est que j'investissais beaucoup trop. Que ça soit dans les formations, dans les coachings, dans les outils, dans la délégation ou dans d'autres choses. Et je dépensais énormément. Aujourd'hui, je vais essayer de faire en sorte de me payer en premier, en priorité en fait. Le truc, c'est que c'est assez commun dans l'entrepreneuriat, pour avoir discuté avec pas mal d'entrepreneurs. Par exemple, j'ai un pote qui fait plus de chiffre d'affaires que moi, je sais pas exactement. On avait une discussion à la plage ici à l'île Maurice, parce qu'il habite à l'île Maurice, et il m'a dit que c'est cool que tu te payes, parce qu'en fait, moi, je me paye pas durant l'année. Donc en fait, il se paye que en dividende à la fin de l'année, tu vois. Et pour avoir discuté avec pas mal d'entrepreneurs, je sais que c'est pas mal le cas aussi. Le problème, c'est que personne ne nous apprend à nous rémunérer. On ne sait pas en fait comment nous rémunérer, est-ce qu'on peut oser prendre l'argent qui appartient à notre entreprise et combien, comment, est-ce que je me fais un virement directement, est-ce que je dois faire une fiche de salaire, tu vois, comment ça marche? Personne ne nous le dit. Et un autre problème, c'est que je suis assez conservateur avec mon salaire. À la base, j'ai commencé à me payer, je crois, 2 000 euros il y a 2 ans à peu près. Ensuite, 2 500 et graduellement 3 000 euros. Il n'y a que là, par exemple, en décembre, où je me suis fait un virement 2 fois supérieur à ça. Et j'avoue que c'était quand même assez satisfaisant de se dire qu'on peut se verser autant d'argent parce qu'il nous appartient. En fait, on a travaillé
pour l'avoir et on peut se payer autant, tu vois. Ça veut dire que je commence à avoir cette liberté financière que les gourous de Dubaï nous promettent tant. Là, je commence à l'observer un petit peu. Et ensuite, pourquoi est-ce que je garde aussi autant en trésorerie? Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, là, actuellement, j'ai à peu près 30K euros en trésorerie. Donc en fait, comme je t'en ai parlé, je pense qu'on est plusieurs là-dedans. En fait, ça nous rassure quand même d'avoir de l'argent en trésorerie. Et quoi qu'il arrive, que tu sois en micro-entreprise ou en société, il vaut toujours mieux garder 3 à 6 mois en fait de trésorerie de secours en cas de pépin. Okay. Ensuite, pourquoi est-ce que j'investis autant en formation? En fait, déjà, moi j'aime me challenger. En fait, je performe quand je suis stimulé. Si je suis livré à moi-même, je pense que je vais stagner, voire régresser. Et pour atteindre mes objectifs, j'ai besoin aussi de nouvelles compétences. Par exemple, là, je rentre dans une ère où j'ai besoin de plus de compétences en termes de structuration, en termes de délégation et peut-être en termes de scaling, tu vois, comment mieux gérer mes publicités, comment scaler mes publicités. Et comment m'améliorer, par exemple, au niveau des contenus, des choses comme ça. Chose que parfois, certains entrepreneurs qui sont bien en dessous des 6 chiffres commencent à faire, alors qu'ils devraient juste se contenter d'apprendre à vendre, à créer leur offre pour qu'elle soit assez différenciée et mettre en place un système minimaliste pour pas dépendre de leur énergie, tu vois. Ils n'ont pas besoin d'apprendre à déléguer, à structurer, des choses comme ça. Ok. Là, actuellement, si tu fais moins de 6 chiffres par an, concentre-toi uniquement sur les tâches qui t'aident à vendre plus. Les premiers mois où j'ai commencé à encaisser 10 000 euros hors taxe, c'est quand je me suis mis ça en tête et que j'étais dos au mur et que je me disais, là, il faut que je vende. Donc, je faisais que ça. Je vendais. Et c'est comme ça que j'ai pu faire mon premier mois à 10 000 euros hors taxe encaissé. Et du coup, comme je te le disais, moi, j'ai besoin d'être challengé par un mentor plutôt que de rester dans ma tête, tu vois. Ensuite, ce sujet-là, on l'a déjà abordé, donc je vais pas revenir dessus. Donc 10 à 15% de publicité. Et voici mes projections pour l'année 2026. Donc, ce que j'ai prévu de faire concrètement, c'est de faire x3 sur mon chiffre d'affaires encaissé et de dépasser le seuil des 300 000 euros encaissés hors taxe. Mais si je fais x2 et que je fais par exemple entre 200 et 250, je serai content aussi parce que c'est déjà une bonne croissance. Le but de cette année, c'est pas de mettre la rate au courbouillon, je crois que c'est ça la bonne expression. Et j'ai pas envie en fait de m'épuiser et de mettre de côté ma vie perso. Ça, je l'ai déjà beaucoup fait sur ces dernières années, assez longtemps, et j'ai plus envie de ça. Le maître mot pour moi de cette année 2026, c'est équilibre. Et j'ai envie d'investir beaucoup plus dans des expériences et de reprendre les voyages. Donc au niveau expérience, je vais reprendre la plongée. J'ai déjà repris la plongée à la fin de cette année, 2025, donc en décembre. Et là, on a prévu des voyages. On a planifié toute notre année 2026 avec ma copine. On a placé toutes nos vacances, ce qui fait qu'on va pouvoir anticiper et les annoncer plus tôt aux clients. Et on va pouvoir anticiper nous-mêmes et planifier, donc prendre les billets, les logements, etc. et pas le faire au dernier moment. Donc ça, c'est cool et c'est mon objectif de cette année 2026 en dehors de faire x2 à x3 sur le chiffre d'affaires. Donc mon objectif, c'est de kiffer beaucoup plus niveau perso aussi. Ensuite, au niveau des investissements, je suivrai le même ratio que je t'ai donné plus tôt dans le tableau. Donc je vais continuer à investir 10 à 15% en publicité, me payer à peu près le même ratio, tu vois. Donc, en valeur absolue, mon salaire va augmenter, mais en termes de proportion et de ratio par rapport au chiffre d'affaires 2026, il restera le même. Par contre, ce qui risque d'augmenter un petit peu, c'est plus de délégation, ok? Parce que là, j'ai besoin de structurer mon entreprise. Je sens que je ne peux pas faire x3 en comptant uniquement sur moi. Donc pourquoi est-ce que je veux faire plus de chiffre d'affaires alors que je pourrais rester au seuil où je suis actuellement? C'est que je vais investir beaucoup plus en bourse et me créer un capital pour l'immobilier. La leçon que je veux que tu retiennes ici, c'est pas forcément une question de chiffres en fait. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que j'ai réussi à rattraper mon année 2025 en faisant x2 entre le premier semestre et le deuxième semestre, pas parce que j'ai x2 mon temps de travail, mais parce que j'ai structuré différemment. Le game changer, pour moi, ça a été d'être accompagné et d'être suivi, d'être challengé et surtout d'avoir optimisé mon système de vente et mon offre. Ok. Encore une fois, c'est des sujets sur lesquels j'aide mes clients. Si ça t'intéresse, tu jettes un œil sur la description de cette vidéo. Et ensuite, une action que je veux que tu fasses, qui est plus une semi-action, plutôt une réflexion, c'est que souvent, en fait, on va culpabiliser parce qu'on ne fait pas assez de chiffre d'affaires. Je sais que c'est mon cas parce que j'ai des potes, des concurrents, des connaissances, etc. qui font peut-être
50K par mois, qui font peut-être 100K par mois, ok? Et en fait, parfois, dans le business, on va associer ces chiffres-là à notre valeur à nous. Donc, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu dissocies ton chiffre d'affaires à ta valeur personnelle. Tu n'es pas ton entreprise, tu n'es pas ton activité. Tu es un être humain à part entière avec d'autres éléments qui t'attribuent de la valeur. Tu vois, tu as de la valeur à plein d'autres endroits. Et même faire, je sais pas moi, 5K par mois, même 1000 par mois, c'est déjà bien parce qu'en fait, tu es en train de créer une entreprise qui va t'appartenir. Tu es en train de créer un actif. Ça prend du temps. Donc, trust the process, comme on dit. Accepte que ça prend du temps et ne définis pas ta valeur en fonction de tes chiffres. Ok ? Autre chose aussi, parce que j'en discute avec des potes parfois, ne vise pas un chiffre d'affaires par injonction. Tu n'as pas besoin de viser absolument les 10K symboliques par mois. Parce qu'en fait, tu vas te dire que ça va augmenter ta valeur. Est-ce que tu as vraiment besoin de 10K par mois? Actuellement, peut-être que tu dépenses 2000 euros par mois en dépenses perso, loyer, etc. ou 3000 euros par mois. Et peut-être que tu as besoin de juste 3000. Et en fait, tu vas venir ajouter tes charges professionnelles, les cotisations sociales, la trésorerie de secours. Et finalement, ça va te montrer que finalement, tu n'as peut-être besoin que de 6000 ou 7000 ou 8000 par mois. Et toi, tu te fixes 10 000 et tu te mets la pression pour 10 000. Donc réfléchis à ça et dissocie ta valeur du chiffre d'affaires que tu fais avec ta société. Ok ? Donc, en creusant les chiffres, il y a un truc dont je me suis rendu compte aussi, parce que du coup, je te parle de mes potes, de mes connaissances business qui font plus de chiffres, et parfois, du coup, je tombe dans la comparaison et je me dis, bah, je suis pas assez bien. ça m'arrive encore, hein, alors que je me suis formé sur le sujet et j'ai un coach mindset et voilà quoi, on a poncé le sujet, mais bon, c'est un work in progress, encore une fois. Et en fait, en creusant ces chiffres, je me suis rendu compte d'un truc qui m'a rassuré quand je me compare aux gros comptes. C'est qu'en fait, du coup, j'ai à peu près 3700 abonnés cumulés sur mes réseaux sociaux et sur ma liste mail. Et en fait, je génère 35 € de chiffre d'affaires par abonné. Donc, la taille de mon audience, c'est quoi? Aujourd'hui, je suis sur Instagram, donc j'ai publié uniquement sur Instagram en 2025 et sur YouTube. Donc, j'ai à peu près 1500 abonnés sur Instagram, peut-être un peu plus à l'heure où je fais cette vidéo-là. J'ai 1200 personnes qui lisent mes emails chaque semaine. J'ai à peu près 1000 abonnés sur YouTube. Ça fait que, cumulé, ça fait 3700 personnes qui me suivent. Et en réalité, c'est beaucoup moins parce qu'en fait, on pourrait enlever les duplications. Parce qu'en fait, une même personne peut me suivre sur Instagram, par email et sur YouTube. Donc, ça se trouve, j'ai peut-être que 3000 personnes cumulées qui me suivent sur tous mes réseaux. Mais bon, gardons les 3500. Donc, si je fais un ratio simple, en fait, si je prends mon chiffre d'affaires encaissé sur l'année 2025 divisé par les 3700, ça fait que j'encaisse 35 € sur l'année par personne qui me suit dans mon audience. Ok ? Je pense que c'est assez clair là-dessus. Donc ça m'aide à relativiser par rapport à mon audience, en fait. Aujourd'hui, quand tu regardes les gros comptes et les chiffres d'affaires qu'ils annoncent, j'ai fait le calcul, ça leur fait 10 € par abonné, en fait, si tu fais le ratio. Oui, ils ont un gros chiffre d'affaires, mais finalement, ils monétisent potentiellement moins bien chaque abonné individuellement. Ok ? Et parfois, ça descend même à 4 € en fait. Tu vois, je fais souvent le calcul maintenant. Je vais regarder quand un gros compte annonce son chiffre d'affaires. Et je vais faire le ratio par abonné si jamais je tombe dans la comparaison et je me dis, ah, moi je suis pas mal avec mes 35. Donc finalement, ce que j'en conclus, c'est que je suis content de mon système parce qu'il permet de monétiser plus. Avec peu d'abonnés, je fais plus de chiffre d'affaires. Donc si on était au même niveau d'audience, je ferais plus de chiffre d'affaires qu'eux. Et donc, ce que tu dois regarder en tête et ce qui me rassure aussi, c'est que du coup, mon système ne dépend pas d'une grosse audience organique pour être rentable. Ok ? Je suis rentable avec une micro-audience. Donc la taille de ton audience ne dit rien si ton système ne monétise pas assez cette audience-là derrière. Donc tu peux avoir 10 000 abonnés sur Instagram, mais derrière, stagner à 1500 € par mois de chiffre d'affaires ou 3000 € par mois de chiffre d'affaires. Alors qu'avec 10 000, tu pourrais faire... avec 10 000 abonnés, tu pourrais faire 10 000 € de chiffre d'affaires, voire 20 000 € de chiffre d'affaires par mois, si tu l'optimisais bien. Et ensuite, l'action que je te recommande ici, c'est avant d'aller chercher plus d'abonnés, en fait, regarde ce que ton système génère par personne qui te suit et juste améliore ça, en fait. Comment tu peux faire en sorte qu'il y ait plus d'abonnés qui aillent lire tes emails, qui te donnent leur adresse mail,
pour que ça devienne des prospects et pas seulement des abonnés. Ok? Et comment est-ce que tu fais pour que tes prospects actuels que tu as, par exemple, sur ta liste mail, prennent plus souvent des rendez-vous avec toi? Ok? Si tu augmentes juste ces proportions-là, tu feras plus de chiffre d'affaires sans t'épuiser, juste parce que tu as optimisé ton système. Ok? Donc maintenant qu'on a vu les chiffres, je veux te parler de ce qui marche aujourd'hui et ce qui doit changer en 2026. Donc, ce qui est en place pour moi déjà au début 2026, c'est que mon business est structuré, il a déjà un niveau minimum de structure. J'ai déjà délégué un minimum depuis maintenant 2 ans et ça tourne en fait. Je pourrais juste me reposer et ça suffit à continuer à faire 6 chiffres par an. C'est-à-dire je peux continuer à faire potentiellement 150K par an, ok, parce que du coup là, je me suis protégé des problèmes. Mais sauf que du coup, moi, j'ai l'ambition de faire 3 fois plus et de faire potentiellement 350K, tu vois, sur l'année 2026. Donc pour ça, il faut que je change et que j'améliore en tout cas certains éléments. Mais déjà, pourquoi est-ce que je m'arrête pas là, en fait? Pourquoi mon ambition, c'est de faire x3? Bah, tout simplement parce que je suis ambitieux, ok? Donc il va falloir que j'aille structurer davantage, que j'aille déléguer davantage et que potentiellement je mette en place plus de systèmes. Par exemple, un système pour améliorer mon onboarding client, un système pour améliorer mon offboarding client, etc. Mais la leçon que je veux que tu retiennes, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre maintenir un niveau, donc par exemple maintenir 150K par an, et le multiplier. Donc par exemple ici faire presque x3. Ok, c'est pas le même jeu et ça demande des compétences et une structuration différente. Pourquoi je te dis ça? Donc je vais te l'expliquer avec des mots simples. En fait, parfois, j'ai des personnes qui candidatent à mon accompagnement et qui pensent qu'il leur suffit de mettre en place juste un tunnel et une publicité et c'est bon, ça va fonctionner, ça va les aider à faire x3 voire x5 sur leur ancien chiffre d'affaires. Sauf que ça ne suffit pas. Le tunnel et la publicité, c'est juste 2 facteurs. 2 gros facteurs, bien sûr. Okay, c'est pour ça qu'on se concentre dessus aussi avec mes clients. Mais il y a d'autres petits facteurs sur lesquels on doit se concentrer aussi. Est-ce que ton offre, elle est assez différenciée sur ton marché? Je peux te donner le meilleur tunnel possible, la meilleure publicité possible. Si derrière ton offre, elle n'est pas optimisée, ça va t'amener des prospects, des appels. Mais derrière, quand tu as les prospects en appel, ils vont te dire « Ah bah, c'est trop cher » ou « Je préfère le faire tout seul, c'est pas le bon moment pour moi ». Et souvent, ça, c'est pas un problème de ton tunnel ou de ta publicité seulement, ok? Je dis pas que tu dois pas optimiser ces éléments-là, mais souvent, c'est un problème fondamental comme la connaissance de ta cible et ton offre. Est-ce qu'elle est assez systématisée? Est-ce qu'elle est assez différenciée pour qu'elle performe en 2026? Et souvent, ce que j'observe, c'est que ton business, il dépend trop de toi. Aujourd'hui, si tu t'arrêtes pendant 1 mois, qu'est-ce qui se passe dans ton business? Est-ce que tu continues à encaisser un certain niveau de chiffre d'affaires? Est-ce que tu continues à avoir des prospects qui arrivent? Est-ce que tu continues à avoir des candidatures pour ton accompagnement? Ou est-ce qu'il n'y a plus rien qui se passe dès la première semaine? Ok? Si tu es plutôt dans le deuxième cas, alors il y a un problème fondamental ici. Tu n'as pas un business, tu as un job. Parce qu'en fait, ton business, il dépend de toi. Si tu ne travailles pas comme un salarié dans ton business, il ne tourne pas. Ok? C'est pour ça qu'on sort de ça avec mes clients. Donc, si tu veux passer un nouveau cap en 2026 et que tu veux faire un nouveau chiffre d'affaires, ok, 2 fois, 3 fois, peut-être 5 fois plus élevé, bah, il va falloir que tu transformes ce qui dépend de toi en process, en délégation, en système d'acquisition, etc. avant d'ajouter plus d'objectifs en fait. Donc une fois qu'on a vu tout ça, maintenant je peux te résumer ce que l'année 2025 m'a vraiment appris et ce que ça va impliquer pour 2026 et tu verras que ça peut t'aider sur ton propre business. Donc pour moi, 2025 a été une année d'apprentissage, une année où j'ai vu mes propres angles morts et où j'ai pu travailler dessus. Au final, j'ai de la gratitude parce que c'était une année nécessaire, parce que ça m'a permis de monter en compétence sur la gestion de problèmes. Ça aussi, tiens, j'en ai parlé avec une personne qui a candidaté à mon accompagnement et ce qu'on se disait, c'est qu'en fait, quand ton chiffre d'affaires augmente et que tu as passé un nouveau cap, imaginons faire 6 chiffres par an, tu n'as pas moins de problèmes. Tu changes juste de scope de problèmes. Et la personne qui fait 7 chiffres par an a aussi d'autres problèmes que moi. Ok? Donc, quand ton business croît, quand ton business a de la croissance, faut pas croire que tu auras moins de problèmes à gérer.
Au contraire, tu as toujours des problèmes à gérer, c'est juste qu'ils changent de nature. Par exemple, là, tu auras peut-être des problèmes de fiscalité, de délégation, de management, etc. Une leçon centrale que je veux te transmettre aussi, c'est que les nouveaux paliers que tu veux essayer de franchir, ils ne viennent pas toujours d'un manque de stratégie, d'un manque de compétences. Parfois, c'est juste un manque de système, un manque de structuration, de délégation ou de levier auquel tu n'as pas pensé. Et surtout, le plus important, et on va beaucoup en parler sur les prochaines vidéos de ma chaîne, c'est que souvent ce que je vois, c'est que les prospects, les personnes qui candidatent à mon accompagnement, ils ont un business model qui est trop dépendant de leur énergie humaine. Donc ça veut dire que si tu fais pas des actions manuelles, des efforts manuels constants, comme le fait de relancer tes prospects constamment en message privé pour essayer d'obtenir des rendez-vous, ou faire sans cesse des webinaires, des lancements pour essayer d'obtenir des candidatures, des ventes, si tu fais pas tout ça, ton business il tourne pas. Donc ça, c'est un indicateur concret de ton business. Il dépend beaucoup trop de ton énergie. Donc là, par exemple, c'était ma semaine de reprise. Avant ça, j'ai passé 2 semaines complètement off en vacances. J'avais une publicité qui tournait avec un système d'acquisition. J'ai eu des prospects qui sont rentrés, à peu près une 50aine de prospects qualifiés pendant mes vacances, sans que j'aie besoin de toucher à rien. Et quand je suis revenu, j'avais déjà 3 candidatures à valider. Okay, donc là, par exemple, j'ai validé 3 candidatures dans ma semaine de reprise, cette première semaine de travail de 2026, alors que j'ai fourni aucune énergie à mon business. Donc en fait, moi, j'ai shifté. Je suis passé d'un business à énergie humaine à un vrai business à énergie systémique. On va en parler sur mes prochaines vidéos. Donc, ce qui va changer fondamentalement en 2026 pour toi, ok, et pour moi aussi. En fait, en 2026, il y aura 2 types de coachs, de consultants, d'accompagnants. Il va y avoir ceux qui continueront à courir après des clients chaque mois avec des efforts manuels constants et épuisants. Et il va y avoir ceux qui auront installé un système evergreen et qui seront passés à un type de business model à énergie systémique. Ok ? Ce que tu dois retenir ici, c'est que la différence pour faire plus de chiffre d'affaires sans t'épuiser, c'est pas plus de talent, c'est pas plus de compétences, c'est pas faire toujours plus, c'est juste changer l'architecture de ton business en mettant en place des systèmes. Maintenant, qu'est-ce qui va changer pour moi directement? Ce début d'année, en fait, j'ai envie de changer de fusil d'épaule, ok, pour sortir de mon perfectionnisme. Donc là, plutôt que de chercher la perfection, j'ai envie de faire des expérimentations. Et du coup, comme ce sont des expérimentations et que quand tu fais des expérimentations, il y a des échecs, ça me permet de mieux les accepter et de fuir ma peur de l'échec. Okay. Donc par exemple, au lieu de me dire je vais faire des vidéos parfaites ou je vais partager ce que je sais, ce qui fonctionne, etc., je vais juste faire des expérimentations et te les documenter ici sur la chaîne YouTube. Donc par exemple, te dire voilà, j'ai testé un nouveau type de publicité ou un nouveau format de vidéo pendant 30 jours. Voici ce qui s'est passé, voici ce que ça donne sur mon business. Leçon pour toi, du coup, l'amélioration vient plus vite quand tu testes en conditions réelles que quand tu attends la version parfaite. Alors, si tu t'es reconnu dans les leçons et les partages de ce bilan, ça veut dire que ton business dépend encore peut-être trop de tactiques isolées et de ton énergie. Donc le problème fondamental, c'est pas que tu n'as pas assez d'abonnés, tu manques de compétences ou quoi. C'est juste que ton business n'a pas de mémoire. En fait, tu mets en place des choses qui s'évaporent. Par exemple, quand tu fais un post Instagram et que tu passes 10 heures sur un carrousel, tu le postes et 48 heures après, il ne produirait plus rien pour toi. Il ne va pas t'attirer plus de prospects. Pareil, quand tu passes 5 heures dans la journée ou dans la semaine à relancer des prospects, une fois que tu t'arrêtes, ça ne va pas continuer à produire des éléments pour toi. Donc fondamentalement, en 2026, ce que tu dois changer, c'est de mettre en place des systèmes qui peuvent te rapporter des résultats chaque mois sans que ça dépende de ton énergie et de tes efforts manuels constants. Donc en ce début d'année 2026, je vais publier une série de vidéos, je vais te montrer exactement comment créer un système evergreen qui peut tourner et rapporter des résultats, donc des prospects qualifiés et des ventes. Même quand toi tu ralentis et que tu es off le week-end pour profiter de tes proches ou que tu décides de partir en vacances. Si tu veux être prévenu en priorité quand ces vidéos sortent, tu as juste à t'inscrire sur ma liste mail, le lien est en description. Et si tu veux déjà commencer à approfondir le sujet, tu peux déjà commencer à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran et les autres vidéos sur ma chaîne. Moi je te dis à bientôt.